S'il vous plaît. Merci. Frédéric Rollin, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle pause café. Donc Frédéric Rollin, je vous présente rapidement. Vous êtes professeur au département clinique des animaux de production à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Liège. Et on vient vous voir aujourd'hui pour parler de votre domaine d'expertise qui sont les ruminants. Alors, votre recherche qui dépasse la recherche, qui est presque devenue un combat, je pense savoir pour vous, elle concerne la situation des éleveurs ici en Wallonie. Et alors, évidemment, on n'est pas là dans la recherche fondamentale, je dirais même au contraire qu'on est fondamentalement dans de la recherche appliquée. Oui, tout à fait. Depuis tout petit, je suis passionné par les ruminants et je côtoie les éleveurs de ruminants ici en région wallonne quasiment tous les jours et il est clair que je me suis rapidement rendu compte que défendre ces éleveurs revenait aussi à devoir défendre les ruminants eux-mêmes qui font l'objet de critiques quand même assez acerbes dans les médias. Oui. Mhm. Et alors cette situation des éleveurs, elle est comment aujourd'hui en Wallonie? Est-ce qu'elle est aussi mauvaise qu'ils ne le disent? Je pense qu'elle l'est même encore plus parce qu'en général les éleveurs sont des personnes très stoïques et qui n'ont pas l'habitude de se plaindre. Donc c'est des gens qui travaillent énormément pour ne gagner pratiquement rien et qui en plus, comme je viens de le dire, font l'objet de critiques incessantes dans les médias, ce qui a vraiment pour don à la longue de démoraliser même les plus courageux. Donc la situation devient vraiment critique pour eux et surtout pour les jeunes. Et d'ailleurs, la pyramide des âges dans le secteur agricole est actuellement complètement inversée. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement des personnes âgées, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, 2 tiers des exploitants et des éleveurs actuellement ont plus de 50 ans et seulement 21% d'entre eux connaissent leurs successeurs. Donc, il y en a encore près de 80% qui n'ont pas de successeurs actuellement. Donc, ça laisse présager encore une diminution drastique du nombre d'éleveurs dans les 10 à 15 années qui viennent. Oui. Donc vous l'avez dit, être éleveur aujourd'hui, c'est une masse de travail considérable pour des revenus qui le sont nettement moins. Beaucoup sont dans une situation économique très inquiétante. Elle vient d'où cette fragilité économique, cette précarité? Comment est-ce qu'elle s'explique? Est-ce que les gens mangent moins de viande qu'avant? C'est ça la raison? Les gens mangent moins de viande bovine qu'avant. Sur les 40 dernières années, la consommation de viande bovine par habitant en Belgique a pratiquement diminué de moitié. Mais dans le même temps, la consommation de viande de volaille a doublé, ce qui a compensé finalement la baisse de la consommation de viande bovine. Donc il y a surtout une modification des habitudes alimentaires vers la consommation de viande plus blanche que de la viande bovine. Ça intervient. Il y a maintenant un phénomène beaucoup plus global et qui touche en fait tous les éleveurs de la planète, à savoir que c'est uniquement quelques pourcents de la production annuelle qui dicte le prix, les cours des marchés mondiaux des denrées alimentaires, qu'elles soient d'ailleurs végétales ou animales. Et ça, c'est vraiment un drame pour pratiquement tous les éleveurs, tous les cultivateurs de la planète. Oui. À partir du moment où il y a un léger surplus dans ces denrées alimentaires, eh bien, les prix s'effondrent et les politiques s'arrangent, je pense, pour essayer qu'il y ait toujours plutôt un petit surplus qu'un petit manque. Et c'est ce qui fait que finalement, les prix auxquels ils sont payés pour leur production ne leur permettent pas, la plupart du temps même, de rentrer dans leur coût de production. Donc, il arrive régulièrement qu'ils perdent en produisant du lait, en produisant de la viande. Ça devient vraiment dramatique. Donc l'éleveur vend à perte, c'est ça, ou peut vendre à perte. En même temps, au prix d'achat pour le consommateur, on a parfois l'impression, surtout en temps de crise économique, que ça reste un peu un produit de luxe, la viande rouge. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un produit de luxe de manger un steak de bœuf?
Ben, cette viande-là reste un peu plus chère que la viande de volaille ou que la viande de porc, qui sont les deux principales viandes consommées actuellement, c'est vrai, mais à euro constant, ce prix-là n'a pas réellement augmenté. Mais c'est d'ailleurs de façon beaucoup plus globale ce qui se passe au niveau du panier de la ménagère. À euro ou à francs constants, la part prise par notre alimentation dans nos dépenses ne fait que diminuer, oui. Vous l'avez dit, les éleveurs sont pas épargnés dans les médias, dans le discours global. Il y a le discours écologique qui pointe les ressources finies de la planète et le fait que un élevage consomme énormément de ressources. Il y a le discours végétarien qui prend plutôt la défense des animaux et l'exploitation de l'animal. Il y a aussi le discours médical qui dit que parfois que manger trop de viande rouge est nuisible à la santé. Vous qui défendez les éleveurs, comment vous rebondissez sur ces différents discours qui j'imagine, ne rendent pas service aux éleveurs? Oui, tout à fait. Donc ici, je pense que le problème provient du fait qu'on fragmente la problématique au lieu d'avoir une vision beaucoup plus globale. C'est de là que proviennent bon nombre de problèmes. En fragmentant les choses, en tirant des données, des informations du contexte, on peut finalement faire dire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et de ce point de vue-là, il y a une vérité fondamentale, basique, qui était d'application de tous les temps, je dirais, et que par exemple les peuples peuls connaissent bien, c'est qu'il y a vraiment une synergie entre les différents maillons de la chaîne sur la planète. Et les peuples peuls disent que la plante nourrit l'animal, mais aussi que l'animal nourrit la plante. Et donc vouloir supprimer l'animal, vouloir supprimer toutes les productions animales, ça a quelque chose de complètement aberrant parce que les productions végétales elles-mêmes finiraient par assez rapidement en pâtir. Et donc dire que pour sauver la planète et les gens de la famine, il faut arrêter de manger de la viande, c'est quelque chose de tout à fait faux, fondamentalement faux. Il faut aussi des animaux pour nourrir les plantes qui nous nourriront nous-mêmes. Et jusqu'à preuve du contraire aussi, on ne peut pas non plus renier notre physiologie. Jusqu'à preuve du contraire, l'être humain est un omnivore et notre denture est là pour nous le rappeler. Et donc, vivre sans manger de viande ou de produits animaux, c'est possible, mais c'est quand même très délicat pour ne pas être carencé en vitamines, en minéraux, en certains minéraux, etc. Donc il y a moyen, c'est clair, il y a moyen, mais ce n'est clairement pas à la portée de tout un chacun sur la planète. Et dans les pays en voie de développement, la viande, ils en connaissent vraiment la valeur et ils ne feraient rien pour la gaspiller ou pour la noircir, sincèrement. Là, leur vision sur la viande est complètement différente de la nôtre. Est-ce que c'est une question d'équilibre à trouver? Parce qu'on parle d'une société où on mange trop de viande, d'un autre côté vous venez d'évoquer un discours qui veut éliminer complètement la viande. Est-ce que c'est juste un équilibre à trouver sur cette production, cette consommation de viande? Ben, en réalité, on consomme beaucoup moins de viande que ne le faisaient nos ancêtres dans le Néandertal, par exemple, etc. Donc ici, maintenant, il y a des études qui démontrent qu'on devrait ne pas dépasser une consommation de 500 grammes de viande rouge par semaine et aussi ne pas abuser des viandes transformées, à savoir les charcuteries. Parce que c'est surtout ces produits-là en fait, qui sont en cause dans l'augmentation des risques de certains cancers, dont le fameux cancer colorectal. Donc tout est une question de mesure, en fait, tout est une question de mesure. Mais décréter une fatwa contre la viande, je pense que là, ceux qui font ça font preuve d'une méconnaissance crasse du monde agricole et aussi de ce qui est nécessaire pour les productions végétales. Donc c'est vraiment, il y a vraiment, chaque pièce apporte
quelque chose à l'édifice, et vouloir en supprimer une ne fera que fragiliser l'ensemble et certainement pas le renforcer. Vous parlez d'une fatwa contre la viande. Oui. En préparant cette pause café, vous m'avez également dit, vous avez également évoqué le dégoût des gens aujourd'hui pour les pièces de viande rouge, hein, comme oui. si la vue du sang coupait l'appétit. Vous m'avez également dit que les gens avaient perdu le sens de la cuisine. Et notamment, vous m'avez donné cette information un peu folle, qu'un Américain sur deux pense que la volaille, c'est pas animal, c'est bien ça que vous m'avez dit? Que c'est un végétal, oui. Parce qu'ils n'ont plus vraiment l'occasion d'acheter du poulet sous forme de carcasse entière dans les magasins. Tout ce qu'ils achètent comme volaille, c'est sous forme de plats préparés, de produits transformés, de filets panés avec des amandes effilés, etc. Et donc, à la fin, il y a un Américain sur deux qui n'a même plus conscience de manger un animal quand il mange du poulet, effectivement. Alors, dans cette conception complètement aseptisée comme ça de l'alimentation, ça participe de la fracture entre le consommateur et le producteur et l'éleveur? Oui, il y a maintenant véritablement un fossé entre les deux. Alors que par le passé, tout le monde avait encore quelqu'un de sa famille qui vivait dans le monde agricole, etc. Maintenant, le nombre d'éleveurs, de cultivateurs a tellement diminué que dans la population, ils ne sont plus bien connus. Ils ne sont plus bien connus. Et alors, les images qui sont montrées dans les médias, à savoir des élevages industriels, des excès en tout genre, que ce soit sur un marché de bétail ou dans un abattoir, etc., ne font que renforcer l'idée dans la population que ces gens-là sont des barbares finalement, alors que c'est tout sauf ça, c'est tout sauf ça. Ici, un agriculteur me disait encore dernièrement, c'est très bien de critiquer le monde agricole, mais au moins qu'on ne le fasse pas avec la bouche pleine. Et je pense vraiment que les gens actuellement, c'est ce qui se passe. Ils sont repus, ils ne manquent de rien et ils se permettent de critiquer les gens qui les nourrissent. Mais à ce petit jeu-là, comme on dit aussi dans le monde agricole, le bac risque de se retourner sur le cochon, à savoir que quand il n'y aura plus assez de personnes pour nous nourrir chez nous, qu'on perdra notre souveraineté alimentaire, et c'est vers ça qu'on va dans un avenir relativement proche, hein, eh bien, à ce moment-là, peut-être que les gens reprendront conscience de l'importance de ces productions-là pour la population. Et ça, c'est vrai que c'est une erreur énorme qui est commise actuellement et je pense que c'est essentiel de ce point de vue-là de défendre les éleveurs et les ruminants en particulier. Parce que dans les espèces qui produisent de la viande, ce sont peut-être celles-là qui apportent le plus à notre environnement et aux productions végétales. Donc il n'y a pas mieux que du fumier de bovin composté, par exemple, pour fertiliser les sols, pour les aider à résister à la sécheresse, pour aussi ensemencer les sols avec toute la flore. D'ailleurs, avant, on n'envisageait pas une exploitation agricole sans les deux. Ouais. Il y avait l'élevage, il y avait l'agriculture. Maintenant, ce sont deux métiers différents pratiquement et ça pose un problème. Oui, on découple complètement les deux, alors qu'avant, toutes les exploitations pratiquement étaient des exploitations de polyculture-élevage. Et quand on dit polyculture, c'est aussi une grande variété de production végétale de façon à faire des rotations. Ici, maintenant, il y en a qui ne produisent plus que 2-3 végétaux différents et sans production animale. Donc dans ces cas-là, les sols vont s'épuiser, vont perdre leur carbone et vont perdre finalement leur fertilité. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas dans à peu près un quart des pays dans le monde où les productions végétales, maintenant, le rendement des productions végétales diminue déjà, quoi. Donc malgré les engrais chimiques, malgré les pulvérisations de toutes sortes, etc., ils ne parviennent plus à maintenir une production végétale par hectare qui soit correcte. Donc ça doit nous faire réfléchir. Alors je n'ai pas exactement retenu l'expression, le bac va se retourner sur le cochon, c'est ça? Oui. On risque de perdre notre souveraineté alimentaire. Oui. C'est quoi? J'ai envie de vous entendre maintenant sur le risque. Vers quoi on va à court et à moyen terme par rapport à cette situation?
Mais si les conditions économiques ne changent pas, et tant qu'il y aura pléthore de nourriture sur la planète ou sur les marchés mondiaux en tout cas, eh bien les prix n'augmenteront pas, eh bien nos exploitants vont continuer à disparaître à un rythme effréné. Ce n'est pas nouveau cette situation, ça date déjà depuis le début du XXe siècle. Mais ici, on arrive tout doucement à un point de non-retour, Et donc, il y a ce risque-là, pour moi, est évident. Ce risque-là est évident. Alors, de deux choses l'une, ou bien à force de disparaître, il finira par y avoir une moindre production de denrées alimentaires sur la planète, et à ce moment-là, les prix vont augmenter, ils peuvent même flamber, donc ça peut même être très compliqué à ce moment-là, surtout pour les pays les plus pauvres qui n'auront plus les moyens à ce moment-là de s'acheter sur le marché mondial les différents aliments dont ils ont besoin. Donc ou bien donc on entretient cette pénurie pour permettre aux producteurs de survivre, ou bien on continue à toujours s'arranger pour avoir un petit surplus de façon à ce que les prix soient toujours trop bas et finalement à les étrangler au propre et au figuré, parce qu'il y en a beaucoup qui se suicident dans cette profession-là, donc à les étrangler économiquement parlant, et c'est dans ce sens-là que le bac va se retourner sur le cochon, parce que quand on aura trop profité de cette situation-là, eh bien à la fin il n'y aura plus de producteurs en nombre suffisant sur la planète, et à ce moment-là, nous risquons très fort une famine. Donc la famine, on l'a connue en Europe il n'y a pas encore si longtemps. Eh bien, je pense que les gens ont la mémoire très courte, puisque maintenant, plus personne n'a l'air de se rendre compte que ça pourrait toujours se renouveler, cette situation-là. Pour finir, Frédéric Rollin, peut-être pour finir sur une note un peu plus positive, j'ai envie de vous entendre sur les pistes de solutions. On a parlé tout à l'heure du discours écologique, voire végétarien, qui va un peu à l'encontre des éleveurs, à l'encontre de la production de viande. Mais ces mêmes discours vont aussi dans le sens du circuit court, d'une autre façon de consommer, d'une autre façon d'avoir un rapport à la terre et à l'alimentation. Là-dedans, est-ce qu'il y a quand même une piste d'espoir, ou bien même ça, ce ne sera pas suffisant pour sauver nos éleveurs? Mais ce sont des mouvements et des initiatives très intéressantes, et qu'il faut absolument favoriser. Donc, je dirais, c'est mieux que rien, mais de là à sauver tout le secteur, là, je pense sincèrement que c'est utopique, Donc, on peut privilégier chaque fois que c'est possible les circuits courts, mais il n'en restera pas moins qu'il y aura quand même une série de producteurs qui ne pourront pas les utiliser et qui seront en très grande difficulté. Mais il est vrai qu'actuellement, ceux qui sortent le mieux leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont des débouchés en circuit court, ce sont ceux qui sont en agriculture biologique. Les producteurs laitiers bio, par exemple, eh bien, pour l'instant, eux parviennent à vivre correctement de leur production. Mais de là à ce que tout le lait produit en Wallonie ou en Belgique soit labellisé bio, ce n'est pas demain la veille. Donc il y a des critères très stricts à respecter pour cela, etc. Donc ça ne sera pas non plus possible pour tous nos producteurs. Donc il faut aussi qu'ils puissent vivre correctement de leur travail acharné, et qui ne poursuit qu'un seul but finalement, c'est de nous nourrir, et nous nourrir ici en Belgique, mais également dans les pays qui manquent de nourriture. Donc là, je pense qu'il faut vraiment préserver ça à tout prix. Oui. Eh bien, en prévision de la famine que vous annoncez, je vais vous prendre une gaufre. Merci Frédéric Rollin, et merci pour le café. Avec plaisir.